Et ok. Alors, bonjour Nicolas, comment ça va? Bah, ça va bien, merci Alexandre. Et toi, ça va? Bah moi ça va, très heureux de te recevoir dans le podcast. Nicolas, tu es la personne derrière l'huile dans les rouages, le blog, le site web, le consultant et maintenant le podcast. Est-ce que tu peux nous présenter un peu toute ton activité? Oui, alors comme tu l'as dit, voilà, j'ai une étiquette qui s'appelle De l'huile dans les rouages, donc qui est à la fois le nom de l'entreprise, mais qui est aussi surtout un peu un slogan. Comme son nom l'indique, mon objectif c'est de mettre de l'huile dans les rouages des entreprises, mais par le biais des démarches d'amélioration continue. Donc, ce qu'on entend souvent par les démarches QSE, donc selon les normes ISO, mais pas forcément. Ça peut aussi être simplement une démarche, une bonne volonté, une volonté de faire mieux demain que ce qu'on a fait aujourd'hui et s'appuyer sur ce que toi tu mets en avant aussi, c'est-à-dire le retour d'expérience comme un outil d'amélioration continue en fait. Voilà. Donc, comme tu l'as dit, j'ai une entreprise, il y a une page, il y a un site web et puis depuis peu un podcast, puisqu'on a dû se lancer la même semaine ou à peu de choses près, je crois. Ouais, c'est à peu près ça, ça s'est joué un peu, ouais. Et du coup, tu as lancé ton entreprise il y a 2 ans maintenant, mais C'est ça. comment t'en es arrivé justement à te mettre à ton compte? Alors, je vais essayer d'aller rapidement parce que pour essayer de pas noyer tout le monde sous mon parcours. Globalement, moi, j'ai fait un parcours qui était pas forcément prédestiné à m'amener ici, puisque j'ai fait des études de biologie, de géologie et des écosystèmes. Donc, tu vois, plutôt scientifique, plutôt amené à travailler sur des problématiques de bureau d'études, de bassin versant, de gestion de l'eau et de Ah choses oui, comme ça. d'accord. Et, Ok. mais ce qui se passe, c'est qu'à la sortie, c'était au début des années 2000, j'ai pas trouvé de travail. Donc, j'ai fait des petits boulots. J'ai fait des travaux de manœuvre, d'ouvrier, de chef d'équipe, travailler dans des ateliers, etc., préparation de commandes. Et j'ai fait ça pendant 2 ans parce qu'il fallait bien manger. Et puis ça m'a appris plein de choses en fait, de travailler sur le terrain. C'est quelque chose que j'ai gardé, je pense, enfin j'espère avoir gardé en tout cas. Et puis bon, en fait, au bout d'un moment, j'ai quand même réussi à décrocher un travail dans une entreprise qui s'appelle Bouygues Construction, donc qui est assez connue. Mhm. Et j'ai été embauché justement pour mon parcours environnemental, puisque c'était au milieu des années 2000 et c'était pour essayer de faire un peu changer les choses, parce qu'au milieu des années 2000, dans le BTP, l'environnement, c'était pas quelque chose qui était prioritaire, on va dire. Donc Bouygues a essayé de faire changer un petit peu cette image-là, et je faisais partie, je pense, des premiers embauchés à avoir un diplôme environnement. Mais par contre, dès le début, on m'a dit bon, l'environnement c'est bien, par contre ça va pas t'occuper à temps plein, hein. Donc ça serait bien que tu te formes aussi à des problématiques de qualité et de sécurité pour être vraiment utile complètement. Donc c'est à peu près comme ça qu'on me l'a présenté. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert D'accord. finalement la prévention en faisant des visites et des audits sur les chantiers de génie civil de l'entreprise. Donc le génie civil, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'activité travaux publics et puis tout ce qui est bâtiment industriel, hein, pour simplifier. Donc j'ai fait ça pendant 5 ans sur le grand quart nord-ouest, en gros de Nantes jusqu'à Lille, quoi. Tout ce grand quart-là, faire du suivi de chantier, du suivi de terrain, suivi d'indicateurs, etc., etc. Donc ça a été Mhm. mes premières approches avec la prévention. Et puis après, en 2010, j'ai passé 6 mois sur un hôpital, pardon, pour faire de la réhabilitation. Donc c'est un hôpital qui est en réhabilitation dans l'Oise. Et j'étais responsable QSE, donc j'étais en charge des plans de prévention, des problématiques de phasage, de circulation, animation des quarts d'heure QSE, etc. Enfin, tout ce qui est lié à l'animation santé-sécurité sur les chantiers. Donc j'ai fait ça pendant, Mhm. pendant, ouais, pendant 6 mois, 6, 7 mois. Et en 2010, j'ai rejoint une entreprise qui se crée au sein du groupe Bouygues Construction, donc qui s'appelle Bouygues Travaux Publics Région France. Donc d'abord, j'étais animateur QSE régional et en 2012, j'ai rejoint le COMEX comme chargé du pilotage du système de management intégré, donc QSE, et donc en charge de la politique d'amélioration continue. Donc, et on a notamment mis en place des démarches MAS pour l'ensemble de nos directions sur le territoire français. Euh, et même si Euh, j'étais... et du coup, Oui, alors excuse-moi, excuse-moi. du coup, tu as parlé là, de la démarche MAS que personnellement je connais bien. C'est un référentiel qui est quand même très, très opérationnel, mais qui a quand même beaucoup de challenges, parce qu'il y a quand même pas mal d'exigences Ah à oui, ça, appliquer. je te confirme. Com- Est-ce que tu peux nous faire peut-être un retour sur justement sur cette Alors, mission-là?
Il y a eu plusieurs difficultés là-dessus. Alors moi, j'étais en charge du pilotage. Objectivement, l'opérationnel, c'était pas moi, hein. Donc moi, je faisais le relais vis-à-vis du Comec. J'avais un confrère, enfin un collègue, hein, qui s'occupait de ça opérationnellement, qui était vraiment chargé de la prévention dans l'entreprise. Et on a travaillé notamment à la mise en place de tout ce qui était indicateur, avec, comme tu dis, une démarche qui est un peu particulière que tu connais, c'est que le MAS, c'est régional. C'est pas comme une certification qui est nationale. Tu es certifié par rapport à l'implantation de ton établissement. Et nous, on Mhm. avait plusieurs établissements à certifier pour avoir un maillage national. Donc, il a fallu faire appel à 3 agences MAS de France. Donc, ça, avec je dirais quand même des exigences qui peuvent un petit peu varier de l'une à l'autre, avec des auditeurs qui sont pas forcément toujours les mêmes. Mais du coup, ça nous a permis de rehausser un peu notre niveau je dirais, d'exigence, parce que là où un système de management s'occupe surtout de l'organisation, de la façon dont tu vas mettre en place les choses, etc., là, le MAS, ça venait un petit peu compléter la partie opérationnelle, en fait. Donc, avec de l'application concrète terrain, avec des indicateurs qui doivent être suivis très précis, avec des obligations d'animation. Enfin, alors c'est un peu vieux, hein, c'était il y a 3-4 ans, donc je ne vais pas rentrer non plus dans le détail. Mais voilà, c'était quelque chose de très intéressant parce que ça venait compléter une démarche qu'on avait déjà existante euh, et qui en plus était un élément aussi commercial, hein, on va pas se mentir, pour pouvoir avoir de nouveaux marchés. Donc ça a facilité, je dirais, l'adhésion parce que c'est quand même un point très important. Quand on veut que quelque chose marche, il faut qu'il y ait l'adhésion du plus grand nombre. Ouais. Et ben justement, en termes d'adhésion, donc tu as expliqué qu'en arrivant, en gros, on jugeait que l'environnement, ça allait pas forcément t'occuper à plein temps et que du coup, on allait te mettre d'autres dossiers Ouais, sur la qualité et la sécurité. Bon, sans y être, j'ai l'impression que c'était peut-être pas forcément la valeur première de ta direction ou ta hiérarchie. Comment est-ce que tu faisais justement à ce poste-là pour faire adhérer ton comité de direction, tes collègues, tous alors, je dirais les pour salariés? déjà, je pense que la première des choses, parce que c'est ce qui m'anime, c'est de donner du sens aux actions. Alors c'est un mot qui peut être galvaudé, on l'utilise un peu dans tous les sens, mais j'en suis convaincu, ça, par contre. C'est-à-dire Mhm. que, je sais pas si tu connais le livre de Simon Sinek ou Simon Sinek en anglais, mais Start with Why, c'est-à-dire commence toujours par pourquoi. Pourquoi tu fais les Ouais. choses? Pourquoi tu fais ça? Et c'est qu'en se posant ces questions-là, derrière, tu es factuel. T'es forcément, enfin, t'es beaucoup plus facilement honnête vis-à-vis de toi parce que tu sais pourquoi tu veux faire les choses. T'essayes pas de tergiverser, etc. Parce que tu vois très bien le chemin que tu dois prendre. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est important quand as cette démarche-là, que tu es face à quelqu'un qui est décideur, que tu lui expliques pourquoi tu dois faire ça en mettant en face des éléments factuels. Un directeur, il va tout de suite aller droit au but, il va voir tout de suite l'implication et ce que ça peut t'apporter. Donc ça, je pense que c'est d'avoir cette espèce d'esprit de synthèse qui est important pour pouvoir, je dirais, impliquer un petit peu tout le monde. Et puis, à mon avis, c'est aussi ne pas arriver avec des solutions toutes faites ou des dogmes. Mhm. Comme des fois, on peut avoir de temps en temps des gens qui arrivent, qui viennent d'une autre entreprise et puis qui veulent appliquer quelque chose dans une autre culture d'entreprise, mais qui fonctionne pas parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a un contexte, parce qu'il y a plein de choses. Et c'est le cas des fois des consultants, hein, d'ailleurs, hein. Euh, c'est d'arriver en disant, bah, avec cette méthode-là, vous arrivez, hop, c'est facile, c'est un pack, vous le prenez, ça va marcher chez vous. Ben, je suis pas convaincu parce que justement l'implication, les gens, la culture, il faut qu'ils s'approprient les choses. Donc je pense que c'est quelque chose qui doit être important et surtout pas élaborer d'usine à gaz, c'est-à-dire faire quelque chose de rester Ouais. simple, rester pratique, pragmatique. Euh, Et ça, je cette pense que notion ça joue. d'appropriation, excuse-moi, ouais, cette Vas-y. notion d'appropriation, j'imagine que enfin, c'est peut-être pas quelque chose que t'as appris directement. Tu as dû peut-être le vivre Bah, après des j'ai, difficultés à j'ai, mettre en place quelque chose ce ou. ce que je viens de dénoncer, je l'ai mis en place, hein. C'est-à-dire Mhm. arriver avec des solutions toutes faites, D'accord. à essayer de. Enfin, tu vois, tu arrives dans une nouvelle entreprise, tu as l'impression que tu vas révolutionner le monde, surtout quand tu as 25 ans, quoi. Donc, c'est un petit peu aussi en me prenant des murs, en me rendant compte que bah, des limites, surtout. euh, je pense qu'il faut rester curieux et à l'écoute des gens. Ça, c'est important. Quand tu vois que ça marche pas, ça sert à rien de s'entêter, quoi. Tu sais pas taper 50 fois dans le mur que tu le feras tomber. Enfin, je sais pas, l'image est peut-être pas la bonne, mais euh,
si on veut vraiment avoir l'adhésion, ça c'est plus mon passé de sportif, c'est le côté collectif en fait. Il vaut mieux. Ça sert à rien d'avoir un super bon joueur dans une équipe si les 10 autres d'au foot, par exemple, ne suivent pas, quoi. Il vaut mieux avoir un collectif homogène qui sera plus performant qu'un seul et même joueur. Et je pense que c'est pareil dans une entreprise. Il faut des fois mettre de côté, peut-être, on est convaincu d'un truc, on est convaincu que si on la faisait à notre sauce, tout seul dans notre coin, ça irait plus vite. Mais c'est peut-être pas finalement la meilleure solution, quoi. Enfin, voilà, c'est mon approche. Donc, essayer de la jouer collectif et pour impliquer le plus de monde possible, quoi. Ok. Merci de ce partage. Et donc ensuite, tu as continué ton parcours après cette certification MAS pour Oui, tes alors, agences de... Ouais. voilà, alors ça c'était dans mes dernières années, donc ça a dû se faire en 2016. Donc dans le même temps, moi j'étais, comme je te disais, je faisais partie du COMEX, donc de plus en plus un boulot de bureau, pardon. Mhm. Mais j'ai essayé de garder le contact avec le terrain et puis notamment par des audits de sécurité. On faisait des audits de sécurité, des audits managers sur toute la France. Donc j'en faisais 5 à 6 par an. Je faisais des audits aussi qualité dans lesquels on faisait un petit peu d'élargissement à la sécurité, des choses comme ça. Parce que ce que je te disais tout à l'heure, je reste convaincu qu'il faut rester proche du terrain parce que les bonnes idées, les bonnes pratiques, elles viennent de là. Et puis surtout, c'est eux qui le mettent en œuvre. Tout ce qu'on décide, tout ce qui est défini par un comité de direction. Donc, si on n'est pas, je dirais, en lien avec ces personnes-là, on risque de passer à côté de plein de problèmes, quoi. Mhm. Il faut faut rester assez les pieds sur terre, voilà. En tant que consultant, du coup, tu disais qu'il y avait une partie où il faut être proche des gens. Comment est-ce Mm. que enfin, comment est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à rester proche des gens en étant une entité externe finalement? Alors ça, c'est une bonne question. Je me l'étais pas posé comme ça. Euh, je dirais, c'est ce que je t'évoquais tout à l'heure, c'est d'être sincère, d'être honnête et d'être factuel. Et que les gens n'aient pas l'impression que tu es là comment dire, que tu es vraiment là pour leur rendre service, pour être encore une fois collectif. C'est-à-dire que quand je vais chez des clients, chez des partenaires, j'ai envie que derrière, ils en retirent quelque chose. Donc, j'essaie d'avoir une démarche en leur faisant comprendre que c'est du pratique, c'est du pragmatique et on est tous dans leur réussite. Enfin, c'est pas ma réussite, ça sera la leur, ça sera la nôtre, quoi, en fait. Tu vois? C'est m'impliquer dans Mhm. l'équipe, donc en allant, là je fais plus trop de BTP, mais quand j'allais sur le BTP, c'est de continuer d'aller faire un tour de chantier régulièrement pour être au contact des compagnons. Là maintenant, je suis plus dans l'industrie, c'est faire un tour d'atelier systématiquement quand j'y vais et pas uniquement arriver, m'installer au bureau, puis repartir le soir une fois que ma presta est finie. Tu vois, c'est garder Mhm. ce contact-là parce que bah, on parle bien que de ce qu'on connaît bien en fait. Donc, je pourrais pas parler de l'activité d'un client si j'ai pas été mettre un pied dans son atelier de production, quoi, par exemple. Tu vois, pour Mhm. rester dans des activités de production. C'est comme ça que je vois les choses, mais faut Et il y rester a des proche. démarches il y a des démarches que en tout cas que tu mets beaucoup en avant, notamment dans tes dernières publications, c'est l'amélioration continue. Donc, j'imagine, enfin, forcément, ça part de là, mais comment tu arrives à animer cette démarche d'amélioration continue dans la prévention? La prévention, déjà, moi, je suis plutôt consultant en système de management, hein. C'est vrai qu'on l'a pas. Je le rappelle, je suis moins préventeur que organisateur, si je dois faire un peu des grandes familles comme ça. Euh, Mhm. mais je pense que c'est des choses qui sont complémentaires. Euh, et d'ailleurs, c'est plus une approche systémique et globale que j'utilise. Mais globalement, notamment l'ISO 45001 qui est sorti il y a quelques années, elle nomme spécifiquement l'amélioration continue maintenant. Ça fait partie des démarches santé sécurité au travail. Donc je pense que c'est quelque chose qui est très très comment dirais-je, que je me perde pas dans ma phrase. Vas-y, repose-moi ta question. Je me suis perdu en fait. Je disais Excuse-moi. comment tu peux comment dire, comment tu peux mettre une démarche Ah, d'amélioration continue d'amélioration. dans la prévention? Mais dans la prévention, finalement, l'amélioration continue, elle passe par ce que le nom de ton podcast, c'est-à-dire le retour d'expérience, énormément.
c'est-à-dire s'appuyer sur les faits terrain. Alors, on a souvent tendance à voir je sais pas, c'est peut-être pas dans d'autres entreprises, mais moi venant du BTP, on a souvent tendance à voir les remontées terrain uniquement par le prisme des choses négatives, les dysfonctionnements, donc les presque accidents, les situations à risque, les accidents, voire les accidents graves. Et c'est un élément, hein, c'est très bien, qui contribue à l'amélioration continue, parce que forcément, quand on identifie ce qui ne va pas et qu'on le traite, on met en œuvre, enfin, on fait en sorte que ça ne se reproduise pas, ou en tout cas moins. En tout cas, c'est ce type de démarche. Pour autant, je trouve que c'est pas mal aussi d'être dans l'aspect prévention, aussi dans la valorisation des bonnes pratiques pour les diffuser, parce qu'avant de se dire peut-être qu'on peut couper l'herbe sous le pied avant qu'une situation arrive, avant qu'une situation à risque n'arrive, en mettant en place déjà des démarches préventives pour éviter que les gens se retrouvent face à ces problématiques-là, quoi. Et ça, alors c'est plus dur à identifier, c'est plus chronophage aussi peut-être à formaliser, mais je trouve que ça serait pas mal qu'on positive un petit peu la démarche d'amélioration continue, pas uniquement selon le prisme des dysfonctionnements qu'on a rencontrés, quoi. D'accord. Ouais, c'est intéressant ça parce qu'il y a c'est un biais ou en tout cas c'est un trait humain qu'on a, mais c'est vrai que partir de quelque chose de négatif, c'est quand même un moteur assez classique et essayer de positiver cette démarche. Je pense que c'est aussi ça qui remporte un succès d'adhésion quand tu dois lancer quelque chose un peu plus lourd ou qui nécessite beaucoup d'acteurs. Clairement, et je pense que c'est quelque chose. Enfin, quand tu expliques aux gens, je reviens sur mon sens aux actions et au pourquoi on fait les choses. Quand tu expliques à des gens, et même à moi, hein, je suis le premier, quand je dis les gens, je suis dedans, pourquoi ils font les choses et quelle est la raison qu'ils ont de faire ces choses-là, ils sont plus enclins à le faire par eux-mêmes. Alors que quand tu dis juste aux gens, ben voilà, il y a eu trop d'accidents, donc à partir de demain, il y aura plus de contrôle, il y aura plus de machin, il y aura plus de trucs. Bon, bah là, on est plutôt sur je dirais sur le négatif et sur la sanction, en fait, un petit peu. Tu vois? Et du coup, quand tu enlèves je dirais la menace de sanction, bah, je dirais les gens ils sont pas plus convaincus qu'avant, donc ils reprennent leur travers. Alors que quelqu'un à qui tu as bien expliqué que s'il fait ça, c'est pour son bien, c'est pour le bien de son collègue, c'est pour qu'il puisse machin rentrer chez lui dans le même état qu'il est arrivé le matin, et que la démarche, il l'a comprise, et que il ou elle, hein, d'ailleurs, sont convaincus de ce qu'il fait. Le jour où tu as pu le contrôle et la sanction, la personne, elle est convaincue et elle continue de bien le faire, en fait. Et je trouve qu'on est un peu trop souvent dans je dirais, tu le fais parce qu'on te l'a dit de le faire, et sinon tu seras sanctionné, quoi. Et ça manque des fois un petit peu d'accompagnement. Je suis d'accord, mais je pense quand même qu'il y a une sorte de balance avec la sanction qui pour moi doit faire partie du processus. C'est un peu compliqué Je t'ai pas dit qu'il ne devait pas y avoir de sanction. jauger, hein, mais oui, bien sûr. Mais ouais, je suis d'accord que c'est un équilibre. C'est un élément. C'est un élément D'accord. qui doit rester. Effectivement, quelqu'un qui ne respecte pas les règles, bah, et forcément, qui doit être sanctionné. Mais j'ai connu beaucoup d'entreprises où c'était le seul élément, je dirais, de motivation. Ouais. On dit, si tu le fais D'accord, pas, alors là, je vois. tu t'en prendras une. Bon, bah ok, la personne va le faire, mais pas par conviction. Elle va le faire parce qu'elle n'a pas envie de se faire sanctionner. C'est ça que je veux dire, en fait. Bien sûr que la sanction, ça doit faire partie des événements pour les gens, enfin des éventualités pour ceux qui ne respectent vraiment pas les règles, pour eux comme pour leurs collègues, hein, bien sûr. Je m'étais peut-être mal exprimé, excuse-moi. Non, c'est pas ça. C'est que je pense que c'est délicat en fait et que comme toute pratique, il faut avoir un comment l'exprimer, un référentiel d'exigence qui doit être clair pour que tout le monde soit au courant des règles, comme tu disais, et après expliquer le pourquoi. Et c'est intéressant que tu prennes la référence de Simon Sinek parce que effectivement, ça c'est quelque chose qui est un moteur et qui va vraiment faire avancer les gens dans une démarche et que finalement on oublie un peu trop parce que quelqu'un qui fait une action, c'est parce qu'il en est convaincu et il a compris le sens. Donc c'est intéressant cet exemple. Et puis ce qu'il faut voir, c'est que nous, on est tous les deux dans le milieu, je dirais QSE au sens large. Donc on baigne dedans. On comprend certains enjeux, certaines problématiques, et ça nous paraît évident.
Au même titre qu'un informaticien, il va voir mon ordinateur, il va dire mais pourquoi tu fais ça? C'est complètement idiot. Je vais dire bah, moi c'est parce que c'est comme ça que je l'utilise. Mais tu vois ce que je veux dire? Donc faut aussi se mettre à la place que des gens pour qui c'est pas si évident que ça, ils baignent pas dans le code du travail, ils baignent pas dans les normes, ils baignent pas dans la veille au quotidien, etc. Et des fois ça tombe comme un cheveu sur la soupe et ils disent ouais mais oui, mais pourquoi? Je comprends pas pourquoi ça vient de là. Et pour nous, c'est évident. Et on oublie des fois que ce qui est évident pour nous nécessite de l'explication vis-à-vis de ceux qui doivent le mettre en œuvre, en fait. Et c'est pas du paternalisme ou de l'infantilisation, hein, c'est pas du tout ça. C'est juste de mettre les gens qu'ils aient le socle minimum de connaissances pour comprendre le pourquoi du comment. Parce que c'est pas si évident, je te donnais cet exemple-là, mais moi je suis une bille en mécanique. Il y a des gens qui vont me dire, mais pourquoi ta voiture, tu l'entretiens comme ça, tu devrais faire autrement. Enfin, mais c'est parce que moi je connais pas les codes. Je l'utilise, c'est Ouais. un moyen de transport, tu vois. Et donc, peut-être que si je comprenais mieux pourquoi il fallait faire les choses, je le ferais plus régulièrement ou avec plus de motivation. Voilà, c'est pour faire des analogies, mais Ouais, non, mais je vois très bien. Je pense que tu as raison que c'est un exemple qui parle. Les deux exemples que tu as cités, là, je pense qu'ils parlent bien. Je voudrais qu'on avance sur une autre partie qui est plus liée à ton activité d'aujourd'hui, maintenant, donc oui. de l'huile dans les rouages. Euh, En gros, ça consiste en quoi ton activité aujourd'hui? Alors, mon activité, comme je disais, c'est du conseil. C'est comme c'est mon activité principale. Je fais aussi de la formation. Donc, des formations en tant que sous-traitant pour des organismes de formation, des agences, pour de l'audit interne, par exemple, des entreprises qui ont besoin de Ouais. former de leur personnel à l'audit interne, des gens qui ont besoin de se mettre au niveau concernant les normes ISO, par exemple. Donc, Hmm. parce que bah, les normes ont évolué, que ce soit 2015 pour les ISO qualité et environnement, ou 2018 pour la 45001, qui 45 est 000. une norme récente. Donc il y a encore des gens qui sont pas tout à fait au fait de ça ou qui ont eu quelques notions seulement dans le cadre de leur formation et puis qui sont chargés de les mettre en œuvre. Donc c'est des systèmes de remise à niveau. Donc ça c'est la partie formation que je peux animer. Et puis sinon bah, ça va être Alors quand je te disais le conseil, c'est de l'accompagnement à la certification. Voilà, c'est voilà, des entreprises qui ont besoin de ça. Et puis le dernier sujet, c'est de l'externalisation. Donc par externalisation, c'est des entreprises qui ont un besoin ponctuel pour faire, parce qu'ils ont un pic d'activité, ils ont besoin d'avoir comment on appelle ça, un renfort pour faire des audits internes notamment. Ils ont un planning d'audit interne qu'ils n'arrivent pas à tenir et puis ben, ils ont envie de faire appel enfin ils ont besoin de faire appel à quelqu'un parce qu'ils n'ont pas les ressources en interne pour réussir leur audit interne. Ou des Mhm. entreprises qui ont envie d'avoir un œil neuf aussi de temps en temps. Pardon, excuse-moi, qui ont envie d'avoir un œil extérieur à leur activité parce que on a pour avoir été dans ce cas-là, hein, c'est vrai, je te parlais tout à l'heure que je faisais des audits dans mon ancienne vie salariée, on est un peu jugé parti, c'est-à-dire qu'on juge le système qu'on a mis en place. Donc, on connaît un peu les réponses, on oriente, bon, on n'est pas les plus objectifs et c'est pas forcément je dirais les auditeurs internes d'une entreprise qui sont les plus pertinents pour le faire avancer. Pour avoir été dans ce cas-là, je me rends compte. C'est souvent quand c'est un auditeur externe qui venait chez nous Mhm. qu'il nous montrait effectivement le nez qu'on avait au milieu de la figure et que nous on voyait même plus quoi. Donc c'était Ouais. assez dingue. Des fois tu te dis mais c'est dingue quoi. Ah, Comment on n'a c'est pas pu voir ça alors qu'on le voit, c'est évident. Mais parce qu'on va trop vite on va trop vite On est trop du habitué point à A au le point B voir quoi. et il n'y Mm. a que cet œil extérieur qui peut-être peut justement Ouais. te mettre le nez dessus, quoi. Exactement, un côté un petit peu, je dirais peut-être pas naïf, mais voilà, qui arrive de toute façon, je dirais sans a priori, qui dit tiens, ouais, c'est intéressant comment vous faites, mais pourquoi vous faites comme ça? Et puis là, tu te poses la question, tu dis bah, on s'est jamais posé la question en fait. Et enfin, tu vois, c'est des choses qui sont intéressantes et c'est vrai que c'est une partie de mon activité que j'aime beaucoup, d'arriver dans des entreprises avec l'œil audit, mais l'œil audit pas au sens audit flicage, tu vois. Vraiment l'œil audit dans le sens amélioration continue, au sens de l'audit. C'est en ça que je différencie l'audit de la visite. Ça m'arrive aussi de faire des visites, hein. Mais la visite, c'est tu as une checklist, tu es conforme, t'es pas conforme. Et puis à la fin, bon bah voilà, on te dit voilà, vous devez vous remettre en conformité par rapport à ça, ça, ça. Oh, ok. Un audit, c'est plus une démarche avec un questionnement, avec des échanges. On suit pas une trame en fait. On va là où c'est un peu comme une interview finalement. On va là où nous emmène un petit peu l'évolution de l'échange. Et des fois, on peut creuser des sujets un peu plus profonds que juste une grille de visite avec des questions qui sont déjà préétablies. Donc on sort pas forcément du chemin balisé, quoi.
Donc ça, je trouve ça intéressant. J'aime bien ce genre d'exercice. Voilà ce que j'ai comme activité principale. Ça, c'est quand Mais je il y suis a chez aussi, ouais, il y a chez les aussi clients. plein d'autres choses, ouais, quand même. Alors ça, je parlais d'activité, je dirais, chez des clients. Après, j'ai mon activité, je dirais, ce que j'allais venir, c'est quand je suis en intermission. Donc quand je suis pas Mhm. physiquement en train de travailler pour un client, je fais beaucoup de veille. Donc de la lecture d'articles ou de la lecture de livres hein, aussi, pas mal. Je fais de la production de contenu, donc des articles sur mon site, quelques-uns. J'essaye d'en faire un par semaine à peu près. Mhm. Donc un podcast, comme tu l'as évoqué, et puis pas mal de partages sur les réseaux sociaux. Et puis depuis peu, je me suis lancé dans un projet de rédaction d'un livre, un petit guide, un petit livre blanc, voilà, qui résume enfin, qui reprendra un petit peu tout ce que j'évoque avec toi là depuis tout à l'heure, qui aurait un peu la patte de l'huile dans les rouages, quoi. Donc sur les sujets de l'amélioration D'accord. continue, comment moi je vois l'amélioration continue au sens large. Ok. Donc voilà Ah, c'est ce qui intéressant m'occupe ça. pas Du mal. coup, ta vision finalement de l'amélioration continue et de tout ce qu'on a pu échanger à travers un ouvrage que tu veux publier ou plutôt quelque chose de numérique? Je sais pas encore. Pour l'instant, j'ai que les grandes lignes. J'ai beaucoup de travail de reformulation, de choses comme ça. Donc, c'est encore à l'état de projet. Hein. Ce sera peut-être pour la fin de l'année, quoi. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Effectivement, j'hésitais, tu vois, à le mettre sous forme même de livre blanc, finalement. De le mettre en téléchargement gratuit sur mon site ou contre une rémunération, ce que les gens veulent bien donner. Tu vois, je sais pas, pour l'instant, c'est pas, il est pas du tout assez abouti pour que je sache si ça mérite d'être publié ou pas, quoi, pour être tout à fait franc. Donc pour l'instant, D'accord. je m'interdis rien. Peut-être qu'il le sera. Tu vois, je te dis ça alors qu'hier, toi, je voyais pour essayer d'en faire une maquette un petit peu sympa. Donc, si me dis si je fais une maquette, c'est que derrière, il y a peut-être une volonté peut-être de le vendre et de le mettre en avant de façon plus commercial entre guillemets, mais bon, j'y connais pas grand-chose en fait au milieu de la publication, donc je me rends pas du tout compte de ce que ça représente. Ok. Bah, en tout cas, moi, je serai attentif à cette future publication. Est-ce que tu peux nous partager un challenge que tu as, du coup, que tu relevé depuis que tu t'es mis à ton compte, même si en lui-même c'est déjà un gros challenge, mais quelque chose qui t'a, voilà, où t'as pu avoir des difficultés et qui t'ont appris beaucoup sur ce nouveau parcours. Alors le plus gros challenge, alors je sais pas si ça va parler à beaucoup de gens parce que là c'est plus, enfin quoi que si, je pense que c'est important par rapport à ce que je disais tout à l'heure, finalement, c'est de désapprendre tout ce que j'ai appris avant. Donc ça peut paraître un peu paradoxal, mais en fait moi je me destine plutôt à travailler avec des PME, TPE. Et en venant du groupe Bouygues, en fait, je me rendais pas compte, étant dedans, je dirais, le confort dans lequel je baignais, pour être tout à fait honnête. C'est-à-dire qu'il y a des services support pour tout. Tu poses une question, tu as quelqu'un qui te répond dans le quart d'heure, enfin, tu as tout ce qu'il te faut, etc. Et quand je me suis Mhm. retrouvé en tant que consultant, ou même déjà quand j'ai créé mon entreprise et que je me suis retrouvé dans des formations d'entrepreneurs, etc., je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient à milieu de tout ça et que des choses qui me paraissaient pour moi évidentes, ce que je te disais tout à l'heure, il y a des gens pour qui, mais j'avais l'impression de leur parler en chinois mélangé avec de l'hébreu, enfin, et, et là j'ai eu un déclic en me disant, ouais, mais il va falloir que je change mon vocabulaire, il va falloir que je change mon positionnement si je veux travailler avec ces gens-là et les aider, parce qu'il y a des gens qui ont des vrais besoins, mais qui ne savent pas forcément les exprimer. Et puis moi, si j'arrive avec un langage et un jargon qu'ils ne comprennent pas, où ils se disent, bah lui, s'il vient nous mettre une usine à gaz, on n'en veut pas. Et ça, D'accord. c'était un premier gros déclic. Donc, il a fallu que je désapprenne en fait tout ça. Et ça, c'est pas si simple que ça. Je ne cache pas. Mhm. Donc, Ouais, du coup, j'imagine. j'ai repris je dirais mes réflexions par rapport à ce que je disais. Et finalement, quand je suis arrivé dans le groupe Bouygues en disant, bah voilà, j'ai tout à apprendre, bah là, je me suis remis 15 ans plus tard en me disant, bah là, j'ai tout à apprendre, même dans le domaine d'expertise que j'avais, en me disant, bah ouais, mais c'est peut-être pas les mêmes personnes auxquelles je vais m'adresser, parce que ça faisait 7 ans que j'avais des interlocuteurs plutôt du COMEX, hein, quoi qu'il en soit. Et, euh, et c'est pas. Finalement, si j'ai quitté l'entreprise, c'était aussi parce que je voulais retrouver un côté terrain, beaucoup plus proche des gens. Et donc, fallait pas que je me trompe en fait. Donc, ça m'a pris un peu de temps. Et avec mes premiers clients, au début, c'est vrai que quand tu te retrouves, notamment, c'était une mission d'externalisation, presque même, c'était même
du management de transition quasiment à temps plein. C'était un petit peu dur au début d'arriver à trouver le rythme dans ce fonctionnement. Bon, maintenant, j'ai plus de recul quand j'arrive. Je pose des questions aussi, j'anticipe plus le niveau, je dirais, de maturité des gens vis-à-vis des démarches pour lesquelles ils me sollicitent. Donc, ça permet de moi de pouvoir jauger mon curseur en fonction de à qui j'ai affaire, quoi. Mais c'est pas simple. Honnêtement, la communication dans notre métier, c'est pour moi 80% du boulot, quoi. Donc si tu te plantes là-dessus, t'as beau avoir la compétence qu'il faut, les outils qu'il faut, tout ce que tu veux bien, tu risques de te planter. Donc Et faut comment être tu vigilant fais sur la toi pour communication. pas te planter en comment tu fais pour pas te planter en communication alors sur les thèmes QSE? Je sais pas si j'ai une recette miracle et je dis pas que je me plante pas, hein. Donc il y a des je pense que être à l'écoute, déjà être humble, ça c'est quelque chose d'assez important. Pas arriver avec des réponses toutes faites, ce que je te disais tout à l'heure. Être à l'écoute, parce que quand je vais chez un client, maintenant en plus, je suis plus dans le BTP, je suis dans des milieux que je connais pas, donc je peux pas arriver en disant bah oui mais moi je vais vous apprendre comment vous bossez. Je connais pas leur métier, je connais pas leur activité. Moi, parce que là où je peux les aider, c'est dans de l'organisation, dans les aider à lever la tête du guidon, parce qu'eux, ils sont dans leur activité, etc. C'est leur apprendre de la méthodologie, je dirais comment on fait des analyses, des choses comme ça. Mais leur métier, savoir comment on emboutit une pièce métallique ou comment on fait, je sais pas, autre chose, je sais pas faire. C'est pas du tout mon cœur de métier. Donc, c'est pas arriver en disant, bah voilà, vous allez faire ça, vous allez voir, ça va marcher à coup sûr. Donc, rester curieux, savoir être pédagogue. Et puis savoir aussi se remettre en question en se disant ah oui tiens j'avais pas vu cette chose, pouvoir aussi réorienter je dirais son approche et bah, je pense que c'est savoir faire preuve d'adaptation en fait, c'est ça. Alors je te dis ça parce que je fais aussi partie d'un club agile en Normandie, donc sur les méthodologies agiles qui viennent plutôt de l'informatique, justement sur la manière de pouvoir facilement, ou enfin avoir des méthodes pour justement savoir s'adapter à un contexte, à un client et à un contexte aussi. Donc voilà, c'est des choses j'essaye de rester curieux sur ces domaines-là et j'en découvre tous les jours, donc encore une fois, j'ai pas de solution miracle, mais j'essaye d'appliquer l'amélioration continue à moi-même, donc en essayant Mhm. de rester informé et pas rester sur des méthodes d'il y a 10 ans parce que ça marchait bien il y a 10 ans quand je les ai mises en œuvre, quoi. Enfin, on est bien placé en ce moment dans le contexte de coronavirus qu'on connaît pour se rendre compte que il faut s'adapter, il faut savoir rebondir, si on veut réappliquer les mêmes méthodes qu'il y a même ne serait-ce que 2 mois pour reprendre une activité, ça marchera pas. Donc c'est ça, toujours faire preuve de Mhm. souplesse, d'agilité, d'adaptation, quoi. Sur un autre point, je voudrais qu'on parle maintenant des références que tu peux avoir, vu que je sais que tu fais une veille, du coup, que je suis, qui est intéressante. Est-ce que tu peux nous partager peut-être des outils, ça peut être des podcasts, peut-être que je sais que tu en écoutes beaucoup, Ouais. sur les domaines de la prévention des risques ou des livres qui t'ont inspiré? Alors, j'ai beaucoup de sources en fait, donc j'aurais du mal à en citer quelques-unes. Alors dans ton domaine, bah, il y a le tien déjà, qui fait partie de. Parce que j'aime beaucoup. Je dis ça, c'est pas pour de la flagornerie ou de la flatterie, hein, c'est parce que c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'était rencontrés. Moi, j'aime bien ton approche justement qui est assez décalée aussi, un peu qui met un peu d'humour, justement, qui permet aux gens de pas se sentir exclus. Je trouve ça incluant en fait ton approche. J'aime bien ce genre de démarche qui tendent vers la vulgarisation. Donc, Merci beaucoup. ton site. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, c'est un domaine qui s'en rapproche un petit peu, même si c'est pas tout à fait de la santé-sécurité, mais ça se rejoint. C'est le site de l'ANACT, donc Ah l'Agence oui. nationale d'amélioration des conditions de travail, qui travaille pas mal sur tout ce qui est QVT, mais qui a aussi des problématiques forcément de RPS, les risques psychosociaux, d'ergonomie, de choses comme ça. Et donc ça, c'est pas mal. Il y a pas mal de choses sur leur site. Ils mettent en place des outils. Là, j'ai vu tout à l'heure, je l'ai pas encore regardé, mais mettent en place un kit pour reprendre l'activité en période de Covid. Enfin, il y a pas mal de choses. Il y a l'INRS. Il y a, je dirais, il y a tous les institutionnels forcément. Et puis j'aime bien aussi, tu Mhm. parlais tout à l'heure de podcasts ou de choses comme ça, mais de temps en temps, j'aime bien écouter des choses qui sont en décalage, qui sont pas forcément dans le domaine QSE, parce que ça fait sortir aussi un peu du cadre.
C'est-à-dire que des fois, tu vas Mhm. avoir des pratiques qui sont dans un autre domaine. Je vais l'entendre dans un tout autre contexte, puis ça va faire écho, et puis quelques jours après, je vais me dire, tiens, ça pourrait être applicable. C'est pas le domaine QSE en tant que tel, mais ça pourrait être une idée finalement. Tu vois? Donc c'est Mhm. rester ouvert et curieux à plein de choses. Alors après, si je dois me faire un tout petit peu de pub, j'avais fait un petit article justement qui expliquait comment je procédais pour ma veille, donc qui est sur mon site. Mais je sais plus si j'ai mis le détail de tous les trucs, mais je suis abonné, j'utilise notamment un outil qui s'appelle Reader, je sais pas si tu connais, qui est un agrégateur Ça permet de faire de la curation, non? C'est pas un truc comme ça? exactement, c'est un agrégateur D'accord. de flux RSS. Donc à chaque fois qu'il y a un site qui m'intéresse, je récupère le flux RSS, je l'enregistre dans cet outil-là. Et puis, bah, il se met à jour régulièrement. Et dès qu'il y a un nouvel article qui sort, je le reçois au fur et à mesure. Ça m'évite d'aller d'un site à l'autre, etc. Donc là, je Mhm. reçois tout dans un seul et même outil. Et puis, bah, il y a un petit explorateur qui me permet de lire, je dirais, le premier détail de ce que contient l'article. Et puis, s'il me plaît plus, bah, je le lis en profondeur. Et puis, si je considère qu'il est vraiment intéressant, je le partage dans le cadre de ma veille, enfin de mon site sur les réseaux sociaux. Voilà. Ok. Bah, je connaissais pas Reader, mais enfin, je connais le principe. Moi, j'en utilise un autre, mais effectivement, c'est très très utile justement quand comme des personnes comme nous qui lisons pas mal de d'art- Mhm. Ouais, complètement. Ah, je t'ai perdu. de d'outils numériques qui concatènent tous les flux là, c'est vraiment top. Et tu vois, je pensais que t'allais reparler de Start with Why. Je savais pas qu'il avait fait un livre. Je savais qu'il avait lancé Oui, des formations. Moi, je c'est un connaissais, livre. je pense que tout le monde la connaît ou peut-être pas, mais c'est une vidéo. Il a fait une vidéo de TEDx, je crois, sur comment, enfin vraiment Start with Why en expliquant comment Oui. fonctionne le marketing de Apple, je crois. C'est Mhm. exceptionnel, vraiment. Je Ah ouais, pense que ouais. je mettrai le lien parce que elle Il est a- vraiment, vraiment très très bien faite. Ah ouais, non, mais il est très bien. Il fait aussi, c'est lui qui parle du cercle d'or, qui parle de pas mal de choses. Il a plein de vidéos. Donc en livre, ouais, il y a pas mal de. Il y en aurait tellement en fait, mais des fois, c'est la limite avec le développement personnel et des choses comme ça. Donc c'est un peu. C'est pas toujours simple. Moi, si j'avais un livre, ben, j'en ai celui que je suis en train de finaliser là actuellement, parce que je suis en train de préparer l'examen ICA. Donc je lis un peu de publications normatives. Mais il y en a un qui est intéressant, je trouve, et qui est dans ton domaine, enfin dans le domaine de ton podcast. Il s'appelle tout bêtement le management de la santé et de la sécurité selon l'ISO 45001, les clés pour comprendre et mettre en place. Donc c'est chez Afnor Édition, et je le trouve très bien fait parce que il vulgarise vraiment. C'est une approche qui permet, je pense, à même quelqu'un qui ne connaît pas les normes dans le détail, loin de là. On n'est pas à lire la norme pas à pas ou quoi que ce soit. Non, derrière, ça explique à quoi ça sert, pourquoi on fait ça, euh, quelle est la finalité, quels sont les outils que vous pouvez mettre en place, etc. C'est très pratique, pratico-pratique. Et je trouve vraiment bien ce livre-là. Je suis en train de le lire, il est assez rapide. Euh, Ok. il doit valoir une vingtaine d'euros, hein, je crois, quelque chose comme ça. Donc chez Hafner Édition, c'est Ok. Marie-Hélène Lefebvre, je crois. Et puis un livre que je vais lire. Alors je sais, là je saurais pas trop dire. J'ai juste lu un article extrait. Je sais pas si tu connais. Ça s'appelle Agir sur la qualité au travail, l'expérience de Renaud Flin. C'est un livre de Jean-Yves Bonnefond aux éditions Clinique du Travail. Et pourquoi je suis tombé dessus? Parce que j'ai vu un article qui s'appelait La qualité, un levier d'action pour préserver la santé au travail. Donc là, tu vois, moi qui te parlais de vision plutôt systémique et globale, là, on met la Mhm. qualité en complément de la sécurité et pas en opposition, parce que des fois, dans les entreprises, tu as la qualité, puis tu as la sécurité, puis tu as l'environnement, puis tu as la production, puis tu as machin. Ça marche en silo des fois, un petit peu. Et des fois, ils se contredisent Mhm. un petit peu tout le monde. Et là, non, c'est une vision globale. Et donc, c'est une intervention qui a été menée à l'usine Renault-Flin, donc dans les Yvelines, par une équipe de psychologues du travail pour tester un peu tout ce qui est transformation organisationnelle favorable à tout ce qui est santé et performance. Et derrière, ça démontre que la plupart des problèmes de santé et sécurité au travail ont comme origine des problèmes de qualité. Parce que les salariés sont fréquemment empêchés de réaliser un travail de qualité au sens travail bien fait. Parce que chacun a sa perception du travail bien fait, ce que je te disais tout à l'heure. On a tous, Mhm. derrière un mot, on peut tous avoir une perception différente. Et c'est ça qui D'accord. est, qui est très dur en fait. On peut avoir un même mot référentiel, mais pas les mêmes implications derrière. Et donc, l'article était vraiment intéressant. Donc, j'ai eu envie de. Je me suis procuré, là, le livre, je ne l'ai pas encore lu, parce que c'est récent. Et je l'ai pris en e-book, parce que je lis aussi pas mal en livre électronique. Ça marche. Ben, je connaissais pas la Agir sur la QVT, mais je
Comme je le dis, en fait, je le propose aux auditeurs, mais je prends les références pour moi aussi, donc je me le note T'as raison. et je te remercie. Donc, bien sûr, j'ajouterai tous les liens dans la description de l'épisode pour qu'on puisse les retrouver. D'accord. Euh, Également, je voulais savoir si tu as peut-être des outils digitaux autres que Reader que tu peux conseiller. Alors, parce que pour mon aspect, je dirais accompagnement, j'en utilise pas vraiment. Mhm. Moi, je suis pas un métier qui fait trop dans. Enfin, à titre personnel, j'en ai pas forcément besoin. J'utilise plutôt les outils de mes clients. Clairement, comme je te disais tout à l'heure, D'accord. j'arrive pas avec une solution toute faite en disant vous allez appliquer ça, puis ça va être mieux. Ils ont des choses qui fonctionnent, bah, on peut peut-être les optimiser, mais voilà. Donc j'ai pas trop d'outils, je dirais numériques. J'ai des confrères moi qui se spécialisent dans l'IQSE. Euh, et étant technophile, je pense que je m'y intéresserais peut-être pour proposer des solutions à des clients qui n'ont rien du tout. Mais pour l'instant, j'ai rien. C'est plutôt ouais, effectivement dans la veille. Alors qu'est-ce que j'utilise bah, une fois que j'utilisais Reader pour tout ce qui est veille, des lecteurs de podcast, voilà, ça mes vrais outils, je dirais au quotidien, hein. Je lis beaucoup, j'écoute beaucoup de podcasts et d'émissions. Donc, j'ai envie de dire, c'est des outils finalement du quotidien assez pratico-pratiques. Maintenant, quasiment tous les smartphones ont accès à oui, je pense tous, hein, on a une application de podcast quasiment Oui, native, oui. hein, donc, Ah, ça, natif, je suis pas sûr, mais tout le monde en a une, je pense. Enfin, ouais. Donc finalement c'est assez simple quand on connaît et s'il y a un champ des possibles de découverte là, tu vois, depuis ce matin je me suis encore abonné à 4 podcasts différents. Donc voilà, il y a des sources d'inspiration qui peuvent venir de partout et qu'on peut appliquer au quotidien et donc dans une démarche d'amélioration continue globale, c'est-à-dire pas uniquement QSE, c'est pas forcément une certification derrière qu'on attend, c'est juste bah, d'essayer d'être plus efficace quoi et d'avoir une rigueur. Euh, parce que c'est pas si simple que ça, en fait. ok. Je te remercie pour toutes les recommandations. Pour passer sur la fin du podcast sur une partie que j'ai appelée Avenir de la prévention. Mhm. Est-ce que tu peux nous dire comment toi tu vois évoluer bah, le métier, normalement c'est le métier de préventeur, mais je pense que le métier de consultant QSE, il est toujours en lien. Comment tu vois du coup ce métier progresser et évoluer à moyen terme? Alors, en ce moment, c'est un petit peu difficile de se projeter, de Mm. par la situation sanitaire. Euh, je pense que le métier de préventeur, en tout cas, peut-être pas préventeur terrain, mais enfin toute la filière de prévention d'une entreprise va peut-être se rapprocher de plus en plus de thématiques liées à l'ergonomie et à la QVT, justement. Ça va plus uniquement être de la santé, sécurité stricto sensu, mais peut-être élargir à d'autres approches, encore une fois, plus globalisées et voir d'autres problèmes. Euh, Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, hein. Je te dis, je te parlais de la NACT tout à l'heure. Ils ont des approches qui sont d'ergonomie, QVT, et puis en lien avec la santé, sécurité, les conditions de travail, etc. Donc, ça peut être une évolution, je pense. Je pense que ça va être facilité aussi par les outils numériques, on en parlait juste avant. Euh, pour que les gens chargés de faire de la prévention se concentrent plus sur la valeur ajoutée plutôt que sur des rapports, parce qu'il y a encore beaucoup d'entreprises où on passe beaucoup de temps à faire du rapport, enfin, globalement plus à utiliser l'outil qu'à le paramétrer et à le compléter, quoi. Enfin, si je caricature un petit peu, mais il y a encore beaucoup d'entreprises qui font ça, qui ont des tableurs Excel, qui passent des heures et des heures à remplir. Finalement, ils exploitent jamais les Ouais. données qui sont dedans, ou pas suffisamment en tout cas. Mhm. Euh, donc ça, je pense que c'est quelque chose, le numérique et la QVT, qui peuvent être des évolutions probables. Alors après, on verra quand l'activité repartira, comment les consultants vont avoir je dirais, leur épingle à tirer là-dedans. Euh, Là, je ne sais pas trop, parce que bah, quelles vont être les priorités des entreprises au moment du redémarrage d'activité, dans quelles conditions ça va se faire, quels seront, je sais pas, les besoins essentiels. Est-ce que ça sera plutôt de la main-d'œuvre ou plutôt de la prestation intellectuelle? Voilà, ça, je ne sais pas trop te dire, mais je sentais cette tendance-là, moi, dernièrement. Ok, c'est intéressant. Et enfin, pour terminer, est-ce que tu peux nous partager ce que toi t'aimerais dire à quelqu'un qui débute dans le métier ou qui voudrait s'orienter justement vers le conseil en QSE?
Bah déjà, c'est de pas hésiter à faire ce type de métier, qui ont souvent eu une image un petit peu négative, hein. QSE en général, c'est quand même un petit peu l'empêcheur de travailler comme on veut, hein. Enfin, je sais pas si c'est pareil dans toutes les activités, mais souvent c'est considéré comme un peu le flic, celui qui met des barrières partout, etc. Enfin, celui ou celle, hein. Mais en fait, je pense que quand on s'y prend bien, ça peut aussi être vu comme un véritable levier d'amélioration des conditions de travail. Comme je disais tout à l'heure, si les gens sont convaincus de ce qu'ils font, moi j'ai un copain qui était très très hostile au QSE, et puis il a juste suffi que ça change de préventeur dans son entreprise pour que maintenant ils mettent des bouchons moulés, ils mettent des gants et ils mettent un casque, quoi. Parce qu'il a compris pourquoi, alors que la personne d'avant, ça marchait pas. Donc, je pense qu'effectivement, cette image, elle peut vite changer pour devenir un vrai levier essentiel. Donc, je pense qu'il faut y aller. Et puis, bah, qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui se lancerait je pense vraiment être à l'écoute, savoir rester humble. Aussi, on l'a peut-être évoqué, je sais plus si on l'a dit, mais comment dirais-je, éviter de vouloir aller trop vite à la solution évidente. Tu vois, bien se concentrer sur l'analyse. C'est important l'analyse. Alors, faut pas faire trop d'analyse parce que faut trouver le juste équilibre, mais avoir quand même un niveau d'analyse suffisant pour, euh, pour ne pas prendre le risque de se tromper de cause en fait. C'est-à-dire que bah, voilà, ah bah il y a eu tel accident, bon bah le problème c'était ça. Hop. Bon bah ouais, mais finalement le problème c'était pas vraiment ça parce qu'on n'a pas vraiment creusé le sujet et il y a le même accident qui se reproduit, qui se reproduit, qui se reproduit. Et ça, des fois, c'est un petit peu tendance dans les entreprises à dire ah oui, mais on sait, non, mais on connaît, on est sûr, on connaît. Et ça, c'est un petit peu le risque. Donc, être bien vigilant par rapport à ça. Et puis, bah, savoir être curieux, quoi. Rester à l'écoute de ce qui se fait, je dirais, dans son domaine d'activité, mais aussi au-delà. Parce qu'on peut avoir des choses qui viennent de l'extérieur, hein. Il y a quelques années, il y a des pratiques de l'industrie qui sont arrivées dans le BTP. Au début, on le regardait un petit peu bizarrement, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait des choses bien, des choses qui n'étaient pas bien. Bah, ce qui correspondait pas, ça n'a pas été gardé, puis ce qui a été bien, bah, ça a été adapté pour que ça fonctionne encore mieux. Voilà, donc c'est comme ça que je vois les choses en fait. D'accord. Bah, merci beaucoup, Nicolas. On va s'arrêter là pour cet épisode. Et est-ce que avant qu'on clôture, tu peux me dire, enfin, tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Eh ben, on peut me retrouver bah, Nicolas Frébourg, hein, comme mon nom, hein. J'ai pas de pseudo sur LinkedIn ou sur Facebook ou des choses comme ça. Avec de l'huile dans les rouages, je suis sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook, et même sur Instagram. De temps en temps, je mets quelques images, illustrations qui me parlent. Et puis voilà, en gros, et sur mon site de l'huile dans les Sur le site, ouais. rouages.fr où vous trouverez tous les moyens de me contacter, prendre rendez-vous, m'appeler, le mail, etc., etc. Donc voilà, Et je le pense qu'avec tout ça, podcast. c'est suffisant pour me retrouver. Et donc le podcast, mais qui est aussi accessible depuis le site depuis peu. Donc il y a tout ce qu'il faut. Tout est référencé sur le site normalement. Ça marche. Bah, c'est parfait. Merci beaucoup, Nicolas. Je te dis Bah, à merci à bientôt. toi. J'espère que j'ai pas été trop bavard parce que je peux vite être un moulin à parole. Donc j'espère que ça a été. Parfait, merci, à bientôt. À bientôt.